Donc, oui, les intervenants précédents ont dit des choses tout à fait pertinentes sur le rôle de la Chine, parce que, évidemment, c'est particulièrement aujourd'hui, je dirais, un sujet de désinformation s'abat dans les médias occidentaux concernant ce pays, quel que soit le sujet d'ailleurs. C'est une véritable compétition dans le mensonge et la désinformation. Alors, s'agissant de la Chine et de sa contribution à la victoire de 1945 sur le fascisme mondial, je ne vais pas évidemment traiter le sujet à fond. Je l'ai fait dans deux articles publiés sur différents supports que vous pouvez retrouver aisément et je vous invite à les lire si ça vous intéresse. Notamment un qui a été quand même traduit en chinois et publié dans la presse chinoise, largement relayé d'ailleurs sur les réseaux sociaux chinois comme Weixin. Et c'était tout à fait intéressant effectivement d'avoir cet écho en Chine même lorsqu'on parle de la contribution chinoise à la victoire de 1945. Alors, je vais insister particulièrement sur deux points. Le premier point, c'est l'interrogation qui est la mienne sur les raisons d'une telle occultation. C'est-à-dire, comment se fait-il que pendant aussi longtemps, et malheureusement encore aujourd'hui, à des degrés divers, on continue de minimiser, quand ce n'est pas simplement une occultation pure et simple, du rôle de la Chine. Comment ça se fait? Quelles en sont les raisons? Et je pense qu'il y en a principalement trois. La première raison, à mon avis, c'est que, évidemment, dans l'historiographie dominante qui règne en Occident, on a tendance à considérer la Seconde Guerre mondiale comme un conflit qui a débuté tout naturellement par l'invasion de la Pologne par les hordes hitlériennes en septembre 1939. Mais si vous dites ça à un Chinois, il va vous dire non, mais désolé, mais si vous parlez de la Seconde Guerre mondiale et pas de la Seconde Guerre mondiale qui se déroule en Europe, les choses sont très, très différentes. Bon. Sachant qu'il y a du côté des historiens chinois, mais aussi japonais, parce qu'il y a une vie intellectuelle sino-japonaise sur le sujet qui est tout à fait intéressante. Il y a juste un débat pour savoir si on doit prendre la date de 1931 ou celle de 1937. Mais en aucun cas, pas celle de 1939 qui, pour les Chinois, n'a strictement aucun sens. Alors 1931, c'est quoi? Ben, c'est la première invasion massive du territoire chinois continental. Benoît Kennedy tout à l'heure a rappelé que les Japonais avaient annexé Taïwan. Ils l'ont annexé d'ailleurs à la suite du traité de Shimonoseki en 1895, donc c'était bien antérieur. Mais en 1931, ils se jettent sur cette province de Mandchourie qui constitue la partie principale du nord-est de la Chine parce qu'elle est riche en ressources et parce qu'ils veulent s'y tailler un véritable empire colonial. Ils y favorisent, comme on sait, la naissance d'un État fantoche, le Mandchoukuo, dont ils confient la direction à l'ancien, enfin, à celui qui était l'héritier des Qing, hein, de la dynastie Qing en Chine, le fameux Puyi. Bon. Donc il y a véritablement un commencement de la Seconde Guerre mondiale nazie en septembre 1931, à la suite de l'incident fabriqué de Mukden, les services secrets japonais ayant attribué faussement à des pillards chinois le sabotage de la fameuse ligne de chemin de fer que les Japonais avaient contribué à construire avant même d'ailleurs 1931. Et puis alors 1937, c'est autre chose, c'est l'offensive généralisée de l'armée nippone contre la Chine, et notamment contre la ville de Shanghai, et puis ensuite ils vont pousser jusqu'à Nanjing, à Nankin, où vont se dérouler les fameux massacres dont on a parlé. Je dirais bon, que la tendance dominante aujourd'hui de l'historiographie chinoise consiste à dire que c'est plutôt la date de 1931 qui doit être retenue, parce que c'est vrai qu'à partir de cette date, il va y avoir une lutte quasi ininterrompue jusqu'en 1945 entre des forces japonaises et des forces chinoises. Simplement, comme Chiang Kai-shek avait négocié un traité, une sorte de trêve en 1932 et ne s'était pas véritablement précipité contre les Japonais, puisqu'il préférait tenter d'exterminer les communistes, ce qui est l'origine de la Longue Marche, hein, 1934-35. Une certaine partie de l'historiographie chinoise considérait que les choses sérieuses avaient véritablement commencé en 1937. Mais enfin, si on considère l'histoire de manière un petit peu objective et factuelle, on voit bien que la guerre sino-japonaise, cette nouvelle guerre sino-japonaise, qui n'est pas la première, elle démarre en réalité en 1931. Et c'est bien un conflit de 14 ans, quand même à le rappeler aujourd'hui encore les Chinois, qui va se dérouler entre Chinois et Japonais.
Ça, c'est le premier point très important. Donc, il y a une certaine une vision occidentalo-centrée qui nous amène, nous, à considérer que la guerre a commencé en septembre 1939, alors qu'en réalité, puisqu'il s'agit d'une guerre mondiale et pas seulement d'une guerre européenne, elle a démarré véritablement en 1931 et a fortiori en 1937, si vous voulez. Ça, c'est le premier, à mon avis, la première explication de la minimisation systématique du rôle de la Chine dans le conflit mondial et dans la victoire finale. La deuxième raison, elle est liée un petit peu à la première, c'est que à partir du moment où on a une vision très occidentalo-centrée, on a tendance à minimiser le rôle des populations non européennes dans le conflit. C'est assez logique. Puis après tout, ces populations non européennes, asiatiques, africaines et autres, qui ne sont pas capables d'assumer elles-mêmes leur destin, on ne va pas, comme ça, leur prêter un rôle particulièrement brillant dans la lutte contre le nazisme. Ça, c'est une tendance lourde aussi de l'historiographie dominante, qui vise à priver les peuples coloniaux de leur autonomie, de leur rôle actif dans la guerre. Bon. Une autre raison, c'est la deuxième raison à cette minimisation du rôle de la Chine, alors qui est moins connue et sur laquelle j'insiste un peu dans mes recherches. C'est le fait que depuis les années 1920 et surtout 1930, il y a dans l'intelligentsia européenne et française notamment, il suffit de lire par exemple la Revue des Deux Mondes dans les années, dans l'entre-deux-guerres et voir ce qu'elle raconte sur le Japon et la Chine, une sorte de fascination euh, intellectuelle pour la réussite de la modernisation japonaise. Alors, cette fascination s'explique de deux manières. D'abord, la modernisation du Japon à partir de l'ère Meiji, 1868, elle est une modernisation imitée de l'Occident. Donc, on admire le Japon parce qu'il imite l'Occident. Et on met en parallèle cette réussite extraordinaire de la modernisation japonaise avec le retard chinois. Et se développe toute une représentation imaginaire qui vise, au fond, dans le climat très racialiste et eugéniste qui est celui de l'époque, qui vise à opposer les Chinois et les Japonais comme des inférieurs à des supérieurs. Il y a par exemple un lieu commun qui sévit alors dans de très nombreux écrits dans cette période en Occident. C'est l'idée, par exemple, que euh, les Chinois ne connaissent pas le mot patrie, alors que c'est évidemment faux, puisqu'il y a un mot chinois qui veut dire patrie, Zhuguo, la terre des ancêtres, mais on l'occulte, et au contraire, on dit qu'en japonais, le mot paix n'existe pas. Alors, je ne parle pas le japonais, je ne me prononcerai pas, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un mot quand même qui veut dire la paix en japonais. Mais voyez, ce genre de lieu commun circule et contribue à forger une représentation imaginaire des deux nations qui donne l'avantage, en quelque sorte, au Japon du point de vue impérialiste et colonial européen. Les Japonais sont comme nous, c'est un peu la race supérieure quand même de l'Orient, et donc on va davantage s'intéresser au Japon, à ses réussites. Bon, même quand on va le combattre, on va considérer que c'est quand même un adversaire respectable, alors que la Chine sera toujours considérée un peu comme une puissance molle, faible, un peuple soumis finalement, et qui n'est pas très intéressant. C'est très peu connu cette affaire-là, mais c'est vrai. Et ça a une autre conséquence, c'est que toute une historiographie occidentale va s'employer à montrer que la Chine n'est pas un vrai pays, qui n'a pas de vraies frontières, où il n'y a pas de patriotisme, précisément parce que les intellectuels japonais eux-mêmes l'avaient démontré. Je vous renvoie à mon deuxième article sur le sujet, où j'expliquais que ceux qui aujourd'hui dénient à la Chine son caractère unitaire, c'est-à-dire les gens qui vous expliquent que le Tibet, la Mongolie, le Xinjiang, le Xizang, tout ça, ça ne fait pas partie de la Chine, sont des gens qui reprennent en fait les théories des suprémacistes japonais dans les années 1930, qui disaient exactement la même chose, en disant, c'est pas la Chine tout ça, donc il va falloir s'arranger pour que ces territoires retrouvent une sorte d'autonomie, puis on s'en emparera à notre tour, hein. Voilà. Enfin, troisième élément important, troisième explication, à mon avis, dans la minimisation du rôle de la Chine pendant le conflit, c'est évidemment la guerre froide. Puisqu'à partir de 1949, la majeure partie de la Chine, bien sûr, avec Mao Zedong, avec les communistes, elle tombe du mauvais côté, c'est-à-dire elle est du côté de l'Union soviétique, du bloc socialiste, et donc on va chercher à minimiser le rôle de la Chine communiste, comme on cherchera très rapidement d'ailleurs, alors pas immédiatement après la guerre, mais plusieurs décennies après, à minimiser le rôle de l'Union soviétique dans la victoire finale sur le nazisme. Et ça vous donne, par exemple, vous l'avez vu comme moi, ces experts de plateau télé
dans les médias français qui vous expliquent que, bon, finalement, c'est les Américains qui ont joué le rôle principal dans la défaite du nazisme. J'ai même entendu quelqu'un sous-entendre que c'est les Américains qui avaient libéré les camps de la mort. Bon, quand on célèbre la libération du camp d'Auschwitz, on n'invite pas l'URSS, etc. Donc, la Chine a été elle aussi victime de cette espèce de réécriture absurde de l'histoire en Occident qui minimise le rôle, en fait, des Chinois comme des Soviétiques dans la victoire finale. Voilà, le premier point sur lequel je voulais insister. Le deuxième, c'est au fond, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, 1945, pour les Chinois? Et là, il y a également trois points que je voudrais souligner pour être un peu schématique. D'abord, quand les Chinois aujourd'hui parlent de 1945, on a vu le 3 septembre très belle, un très beau défilé militaire à Beijing et un très beau discours de Xi Jinping là-dessus, mais beaucoup de médias chinois ont publié beaucoup de choses sur la question. En fait, on souligne que la Chine, bien sûr, a été victime. Cette dimension victimaire de la Chine ne disparaît pas. Les Chinois ont eu au moins 20 millions de victimes et ils le rappellent évidemment, notamment aux Japonais qui ne veulent pas admettre les crimes qu'ils ont commis. Mais la Chine ne veut pas apparaître aussi aujourd'hui simplement comme une victime. Et on insiste beaucoup dans les médias chinois sur le rôle de la Chine comme puissance combattante, sur sa contribution à la victoire, sur le rôle militaire des Chinois. Et là, bien entendu, il y a énormément de matériaux. On sait très bien que les armées de Chiang Kai-shek, ça a été dit tout à l'heure, ont résisté à l'invasion japonaise, à coup sûr à partir de 1937. Très mollement, pour ne pas dire pas du tout de 1931 à 1937, je parle du gouvernement nationaliste de Nancy, mais avec une énergie farouche de 1937 à 1945. Et rappelons d'ailleurs que de 1937 à 1941, tout de même, la Chine se bat toute seule. Personne ne l'a aidé. Ni l'Union soviétique, ni les États-Unis n'ont fourni véritablement d'aide à la Chine, toutes tendances confondues, nationalistes à Nanking et communistes dans la base de Yan'an, durant cette période. Alors, après Pearl Harbor, évidemment, les choses changent. Et là, effectivement, et l'Union soviétique d'ailleurs, et les États-Unis commencent à fournir une aide qui n'est pas considérable, qui n'est pas négligeable non plus, à la Chine combattante, aussi bien nationaliste que communiste. Ça, c'est très important parce que pour la mémoire historique que conserve le peuple chinois de cette période, il sait très bien qu'il s'est battu seul. Qu'on l'a aidé, il reconnaît d'ailleurs l'aide qui lui a été fournie un peu sur le tard, mais il sait très bien que pendant très longtemps, il s'est battu tout seul. Dernier élément, dans cette lutte contre l'invasion japonaise et dans la victoire finale, euh, les deux camps ont apporté leur contribution. Bon, il est frappant de voir aujourd'hui que le Parti communiste chinois, les médias chinois, qui sont très largement dans ce pays proche du parti au pouvoir, soulignent le fait que les nationalistes ont apporté leur contribution. On ne minimise absolument pas le rôle de Chiang Kai-shek dans la victoire contre les Japonais. Je dirais au contraire, la tendance un peu nouvelle, mais dominante aujourd'hui en Chine, c'est de dire non, non, mais la Chine de Chiang Kai-shek, c'était la Chine légale, hein, c'était la Chine officielle, c'était la République de Chine et c'est elle qui s'est battue contre les Japonais. Il ne s'agit absolument pas de minimiser ce qui s'est passé. Ce qui fait que le fameux incident de Xi'an en 1936, au cours duquel Chiang Kai-shek s'est fait capturer par un seigneur de la guerre, et ce sont les communistes qui ont favorisé sa libération, à condition qu'ils se battent contre les Japonais, est aujourd'hui un petit peu relégué au second plan dans le commentaire dominant en Chine aujourd'hui concernant cette période. C'est ce qui est assez intéressant à observer. Donc, toutes les forces chinoises, le gouvernement nationaliste et la résistance communiste ont contribué à la victoire finale, ce qui fait que la célébration de cette victoire, au-delà de la reconnaissance des faits historiques, évidemment, est une sorte de gage d'unité pour les Chinois. Les Chinois aiment célébrer leur unité aujourd'hui, y compris entre nationalistes et communistes, malgré les blessures terribles de l'histoire, hein, qui ont été causées par l'affrontement entre ces deux forces, on le sait bien, à plusieurs reprises, et notamment durant l'épouvantable guerre civile qui va suivre la victoire en 1945, la guerre civile de 1946-49, qui a été quand même une des plus grandes guerres civiles de l'histoire de l'humanité, il faut le rappeler. Donc voilà les points que je voulais souligner dans le temps qui m'était imparti. Et voilà, j'espère que cette contribution vous aura intéressé.